Il y a des phrases qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'elles sont belles, parce qu'elles te fracturent quelque chose à l'intérieur et que ça ne se recolle plus vraiment. Ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit, comme si elle parlait d'un meuble encombrant, qu'il allait mourir de toute façon et qu'ils en avaient assez de gaspiller de la bonne place pour lui. Elle a dit ça depuis la chambre principale qu'elle avait accaparée à mon grand-père de 85 ans. En bas, lui, il était seul dans la buanderie, 14 degrés, enveloppé dans la vieille couverture de ma grand-mère disparue. Il tenait un cupcake rassis avec une bougie de travers. Ils avaient déjà vendu son bronze et sa croix du cœur. Ils avaient déjà mis ses plaques militaires au clou. Et il souriait encore quand ils m'ont dit d'arrêter de faire une scène. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les hommes avec qui il avait saigné le cherchaient encore. 11 semaines après ce jour-là, ils allaient découvrir ce qui arrive quand on jette un homme qui n'a jamais abandonné ses frères. Je m'appelle Sienna Duval, 32 ans. Si tu as déjà regardé ta propre famille, essayé d'effacer quelqu'un que tu aimes, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire ce qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo. Laisse-moi te ramener au matin où j'ai pris la route pour descendre là-bas. C'était un dimanche, le 8 mars 2026. Le 85e anniversaire de Papy. J'ai quitté Lyon peu après 12h30. 1h30 de trajet jusqu'à Mâcon. J'avais appelé 2 fois ce matin-là. Les 2 fois, messagerie. Camille m'avait envoyé un message 40 minutes plus tard, un emoji cœur et ces mots « Tout va bien, viens juste toi ». J'aurais dû comprendre dès que j'ai vu cet emoji. Les gens qui organisent une fête pour un homme de 85 ans n'envoient pas des emojis cœur. Sur le siège passager, j'avais un petit gâteau acheté en chemin, 11,99 €, avec joyeux 85e Denis, écrit en glaçage bleu marine. J'avais rédigé une carte à la main la veille au soir. Je me suis garée dans l'allée à 14h11. Pas d'autre voiture. La lumière du Porsche était éteinte. Le seul signe que quelqu'un avait remarqué ce jour, c'était un ballon Mylar en forme de 85, à moitié dégonflé, attaché à la boîte aux lettres. Le 5 pendait mollement, replié sur lui-même. Le 8, lui, tenait encore. Je me suis garée derrière le Range Rover blanc de ma belle-mère. J'entendais de la musique à travers la porte fermée. John Mercier, de toutes les choses possibles. Mon grand-père ne supporte pas John Mercier. Il m'a dit une fois que cet homme chantait comme quelqu'un qui n'avait jamais connu la faim. Je suis montée vers la porte avec la boîte à gâteaux. L'odeur m'a frappée avant même que la porte soit complètement ouverte. Peinture fraîche, finition coquille d'œuf, encore en train de sécher sur les boiseries de l'escalier. Le genre de peinture qu'on n'achète pas quand son père de 85 ans commence à décliner. Le genre de peinture qu'on achète quand on prépare une mise en vente. Colette est descendue l'escalier dans un chemisier de soie crème, un verre de rouge à la main. Elle avait l'air d'animer un atelier dégustation. « Sienna, a-t-elle dit, ma chérie, tu n'avais vraiment pas besoin de faire tout ce chemin. » On pensait que tout le monde était occupé. J'ai levé la boîte. « Et papy, il est où ?» Son poignet a fait un petit geste vague vers le fond de la maison. Il aime le calme par là-bas. J'ai continué sans m'arrêter. Le couloir qui menait autrefois au salon avait été réorganisé. Une console que je ne reconnaissais pas était poussée contre le mur, bloquant la fenêtre. Là où ma grand-mère avait accroché les portraits scolaires encadrés de Tucker et Colette, il y avait maintenant une toile avec un paysage de montagne qui semblait sorti d'un catalogue discount. La porte au bout du couloir était fermée. La porte de la buanderie. Je la connaissais par cœur. J'avais sorti des serviettes propres à travers cette porte pendant 16 Noëls. Je l'ai ouverte. Il était assis sur une chaise en bois qui n'avait rien à faire là, avec la couverture en laine grise de mamie remontée jusqu'au menton. Celle que Brigitte lui avait tricoté le Noël après les 18 ans de Tucker, avec ses initiales brodées dans le coin inférieur en fil crème passé. 3 petites lettres qui avaient survécu à la femme qui les avait cousues. Sur le plan de travail de la buanderie, posé sur une assiette en carton, il y avait un cupcake du supermarché rayon veille. L'étiquette de prix était encore collée sur l'emballage. 89 centimes. La bougie penchait de travers, pas allumée. Le thermostat mural affichait 14 degrés. C'était un appareil portable que Colette avait installé dans les 6 derniers mois, verrouillé par un code à 4 chiffres. La seule fenêtre avait été obturée de l'intérieur avec un carton d'Amazon aplati, maintenu par du scotch transparent. Une étiquette en écriture ronde au marqueur noir, de la main de Colette, indiquait « Pour faire des économies d'énergie ». Mon grand-père a levé les yeux vers moi. « Sienna, chérie, tu as pris le courrier ? Il paraît que rien n'arrive pour moi. » Sa voix était plate, sans colère.
La voix d'un homme qui pose la même question depuis si longtemps qu'il n'attend plus de réponses différentes. Je me suis agenouillée à côté du fauteuil. J'ai effleuré le coin de la couverture. Il regardait ma main. Elle a terminé cette couverture le Noël après les 18 ans de Tucker, a-t-il dit. Elle disait que la laine, c'est pour l'amour qui dure. Je l'ai embrassé sur la tempe. Sa peau était froide contre mes lèvres. Bon anniversaire, papy. Il a hoché la tête lentement. Il fixait le cupcake comme s'il essayait de se souvenir à qui il était destiné. Il devait descendre après le déjeuner, a-t-il dit. Je crois bien, ma chérie, on est des soldats. J'avais enseigné pendant 9 ans. Je savais très bien faire la différence entre un vieux monsieur fatigué et un vieux monsieur qu'on garde enfermé. Je me suis levée. J'ai laissé la boîte du gâteau sur le sèche-linge. J'ai remonté le couloir. Colette m'attendait dans la cuisine. Elle avait rempli son verre à nouveau. Mon père, Tucker, était appuyé contre l'îlot en granit avec son propre verre, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai prononcé le prénom de Colette. Elle s'est retournée. Le sourire qu'elle avait préparé, c'était le sourire d'une femme qui s'est entraînée. « Sienna, chérie, avant que tu dises quoi que ce soit, il est mourant de toute façon. On n'a plus à gâcher une bonne pièce pour lui. Tu comprendras quand tu auras à vivre avec tout ça. » Elle a dit ça comme on commande une salade, assez fort pour que, tout au bout du couloir, mon grand-père entende chaque mot. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé mon père qui regardait le sol. Il a bu une gorgée de vin sans lever les yeux. Je suis retournée dans la buanderie. Je me suis assise sur une pile de serviettes pliées, à côté du fauteuil de papy. J'ai pris le cupcake rassis. J'ai allumé la bougie avec le briquet que je garde toujours dans mon sac, celui que j'utilise pour les visites au cimetière chaque mars. Je tenais le cupcake devant lui. Je lui ai dit de faire un vœu. Il a regardé la flamme longtemps, vraiment longtemps. Et puis il a dit qu'il l'avait déjà fait, son vœu. Il m'a demandé de rester assise encore un moment. Je suis restée. La bougie a fondu d'1 centimètre. Il n'a pas soufflé. Il n'a rien dit. Et dans ma tête, pendant ce silence, une liste avait commencé à s'écrire toute seule. Ensuite, j'ai demandé à Camille si elle pouvait me faire visiter le reste de la maison. J'ai pris une voix douce, presque admirative. Elle adorait ça. Elle m'a précédée dans l'escalier que j'avais grimpé chaque week-end de chaque été de mon enfance. La moquette était neuve. En haut, elle s'est arrêtée, une main posée sur le chambranle comme une agente immobilière. Elle a dit qu'ils avaient enfin un espace qui leur ressemblait vraiment, que mon père et elle méritaient de profiter de la vie. La chambre principale était peinte dans un beige qu'elle appelait designer. Grand lit, tête de lit en bois brut, et au-dessus, une toile avec une phrase brodée sur le bonheur de vivre. Dans le coin, un ring light sur trépied à peut-être 400 €, avec son support de téléphone. Sur l'étagère flottante derrière le lit, entre une bougie et un bocal rempli de faux galets, il y avait un écrin en velours ouvert. Le tissu rouge à l'intérieur gardait encore la forme de 2 objets, 2 empreintes creuses. L'écrin était vide. Je savais exactement ce qui y avait sa place. Quiconque a déjà tenu un drapeau plié dans un triangle de verre connaît la forme d'une étoile de bronze. Camille a croisé mon regard. Elle a dit que ces vieilles choses s'étaient perdues pendant le déménagement. Quel dommage. Sauf qu'elle était entrée dans la maison. Rien n'avait déménagé. Elle m'a guidée dans le couloir jusqu'à ce qui était autrefois la chambre de mon grand-père, celle qu'il avait partagée avec ma grand-mère pendant 51 ans. Sur la porte, une petite plaque en bois indiquait « Canton Corner ». À l'intérieur, un deuxième ring light, un micro sur perche, un tableau blanc couvert de sujets pour TikTok. Elle m'a expliqué qu'elle cherchait à développer sa communauté, qu'être influenceuse dans le domaine dentaire, c'était sérieux maintenant. J'ai regardé le mur derrière la perche à micro, ce mur où 4 photos encadrées avaient accroché toute ma vie. 2 du Vietnam, une photo du mariage de mes grands-parents en juin 1965, une de la cérémonie d'assermentation de mon grand-père à la Poste en 1972. Le mur était lisse, la peinture était parfaite, pas un trou de clou. Quelqu'un avait rebouché, poncé, apprêté, repeint, méthodiquement. J'ai posé ma main à plat sur le mur. Il n'y avait rien sous ma paume. Où sont les photos, Camille ? Stockage, ma chérie. Elle n'a pas précisé lequel. Je suis retournée dans le couloir où se trouvait autrefois la galerie de photos de famille. La toile Maison du Monde trônait au centre. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à Noël 2023.
Sur cette photo, ma grand-mère souriait depuis un cadre près du haut de l'escalier. J'ai photographié le même mur, beige, vide. Je n'ai pas montré la photo à Camille. J'ai demandé si je pouvais récupérer un pull oublié dans l'ancienne chambre de mon grand-père. Elle s'est raidie. Elle m'a suivi des yeux jusqu'à ce que j'entre. Sa commode était encore là, celle qu'il avait achetée en plusieurs fois en 1973. J'ai ouvert le tiroir en haut à droite. Vide. Pendant 57 ans, ce tiroir avait contenu ses plaques militaires, une lettre pliée d'un homme qui s'appelait Lefebvre et une petite médaille de Saint-Christophe que ma grand-mère lui avait donnée avant le Vietnam. Le bois gardait encore la marque usée laissée par la chaîne. La marque était là, la chaîne non. Derrière moi, le plancher a craqué. Mon grand-père se tenait dans l'embrasure. Il avait monté les escaliers seul, je ne l'avais pas entendu. Il a posé une main sur mon épaule, elle ne pesait presque rien. Il a dit tout doucement qu'il ne fallait pas demander à Camille, que ça la contrariait. Et puis, que le tiroir n'avait plus ce que je cherchais depuis un moment déjà. C'est là que ma liste a cessé d'être une liste pour devenir un plan. J'ai annoncé que je restais dormir. Le sourire de Camille s'est effilé. Mon père a changé de pied. La nuit avait déjà avalé la maison. Mon père regardait ses chaussures. Camille regardait ailleurs. Et moi, je tenais mon sourire comme on tient une porte qu'on veut pas claquer. Il a répondu sans me regarder d'abord, cette façon qu'ont les hommes qui ont passé des années à vérifier l'expression de leur femme avant de dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il n'y avait pas vraiment de chambre prête pour moi, qu'il prendrait le canapé. Camille a répliqué aussitôt que grand-père serait désorienté, qu'il dormait mieux quand ils étaient seuls. Elle a ajouté que le médecin avait parlé de stimulation inhabituelle qui pouvait déclencher ces crises. Ces crises. Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Jamais. Je l'ai laissé flotter une seconde dans l'air, sans rien dire. Mon père a répété qu'il prendrait le canapé. Camille a cédé. Elle n'avait plus le choix. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais allongée sur ce canapé retapissé, dur comme une planche, mon manteau replié sur les jambes, à écouter la maison respirer. Le thermostat du couloir se déclenchait sans cesse. Celui de la buanderie, jamais. J'ai compté 7 toussotements en 40 minutes. À 22h03, je me suis levée. J'ai longé le couloir en chaussettes. Je savais exactement quelle lame de parquet ne craquait pas. Il était réveillé. Assis dans son lit, le plaid tiré sur les épaules, un grand bloc jaune sur les genoux et un stylo à la main. Il a dit mon prénom tout bas. Je me suis installée sur les serviettes empilées. Je lui ai demandé ce qu'il écrivait. Des lettres, il a répondu. Au gars. Il a tourné le bloc vers moi. Son écriture tremblait à peine. Il avait écrit 6 lignes à quelqu'un qui s'appelait Jeff. Il s'excusait de ne pas avoir répondu plus tôt. Il demandait des nouvelles d'un certain Moreau. Je lui ai demandé s'il lui écrivait encore. Il a dit qu'avant, oui. Que depuis quelques années, plus rien. Lefebvre surtout. Il n'avait jamais manqué un Noël. Ça faisait peut-être 12, 14 mois maintenant. Il a posé le stylo. Il a dit peut-être qu'il méritait d'être oublié. Peut-être qu'il n'avait pas été un assez bon sergent. Ils avaient fait des choses là-bas dont personne ne parlait. Peut-être que tout le monde était fatigué de se souvenir de lui. Je suis restée assise dans le froid à écouter un homme qui avait porté un camarade sur 2 kilomètres sous les tirs ennemis en mars 1969 me dire tranquillement qu'il méritait peut-être d'être effacé. Je n'ai rien corrigé, pas cette nuit-là. Et puis, tout doucement, je lui ai demandé s'il avait encore son ancienne adresse mail, celle que grand-mère lui avait ouverte. Il me l'avait dit comme si c'était une évidence. Brigitte la lui avait créée quand elle est tombée malade, pour qu'il puisse envoyer des choses à Tucker. Le mot de passe, je lui ai demandé doucement. Il a souri. Marjorie rentre à la maison. Après le chien, je l'ai embrassé sur le front. Je lui ai dit de dormir. Je suis retournée dans le salon. J'ai ouvert mon ordinateur. Je me suis connectée à sa messagerie. J'ai filtré par la plateforme de vente. 2 résultats. Le premier était une confirmation d'annonce datée du 10 novembre 2025. Le second, une confirmation de vente du 22 novembre. L'intitulé de l'annonce disait quelque chose comme « Insigne militaire vintage époque Vietnam avec barrette de ruban d'origine, qualité reproduction collection, patine authentique, 1820 € à débattre ». Le mot « reproduction » faisait beaucoup d'efforts. C'est ce mot-là qui avait permis à l'annonce de rester en ligne sur une plateforme qui interdit normalement la vente de cœurs pourpres. Le nom d'utilisateur de l'acheteur était Beccaivette67, Bordeaux,
Ohio. Dans sa bio de profil, il avait écrit « Danang 69 ». Toujours là, toujours à chercher. J'ai ouvert les photos de l'annonce. La première montrait 2 médailles posées sur un tissu noir. La deuxième m'a fait mettre la main sur ma bouche. Sur cette photo, les mains de mon grand-père tenaient les médailles face à l'objectif. J'ai reconnu son alliance. J'ai reconnu la tache brune sur le dos de son pouce. La photo avait été prise de haut, quelqu'un se tenait au-dessus de lui disait comment orienter ses doigts. Et tout au bord du cadre, il y avait un ongle laqué rose pâle. J'ai fermé l'ordinateur. Je n'ai pas pleuré. J'ai tout sauvegardé. Je suis sortie à 7h20. J'ai dit à mon père que j'avais oublié mon chargeur dans la voiture. Il a hoché la tête sans me regarder. J'ai ouvert la portière passager du Range Rover de Camille. Sous un petit flacon de tic-tac et un tube de mascara Maybelline, j'ai trouvé une feuille jaune pliée, du papier carbone. Un ticket de gage d'une boutique de prêt-sur-gage à Bordeaux, daté du 19 octobre 2025. Les objets listés: une bague commémorative en argent sterling de la Légion, édition Réunion, Corps League 1989, gravée DM, une chaîne argentée avec plaque d'identité militaire, 84 € en espèces, ticket de gage B302, signé B. Lafont, pas Duval. Son nom de jeune fille, son vrai nom. Sur la banquette arrière, à moitié glissée sous un tote bag Lululemon, il y avait une carte d'anniversaire fermée. Le cachet de la poste datait de 14 jours. L'adresse de l'expéditeur était écrite à la main, en lettres carrées, appliquées, comme une écriture de vieil homme qui fait attention. Lefebvre, Beaumont, Provence Sud. J'ai tout photographié. J'ai refermé la portière sans bruit. Je suis rentrée dans la maison. Je me suis versé un café. Mon père m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai dit oui, bien, c'est tout. Cet après-midi-là, j'ai repris la route. J'ai dit à mon grand-père que je reviendrais vite. Il m'a répondu de ne pas me faire de soucis pour lui, que ça n'en valait pas la peine. J'ai dit que je ne m'en ferais pas. J'ai menti. Laissez-moi vous parler de lui, pour que vous compreniez ce qu'il croyait pouvoir jeter à la poubelle. Il s'appelle Renaud Duval, né à Mâcon le 8 mars 1941. Engagé dans le corps de la Légion en 1962 à 21 ans. Il a épousé ma grand-mère, Brigitte Évêque, en juin 1965, à l'église du boulevard Vinneville. 3 semaines après le mariage, il était dans un avion. Le 14 mars 1969, pendant l'opération Dupont-Gorge, sa section s'est retrouvée bloquée sur un flanc de colline. L'homme à sa gauche s'appelait le sergent Moreau-Lefebvre. Une balle lui a traversé l'artère fémorale. Mon grand-père l'a porté sur 2 kilomètres de crête, la moitié sous tir direct, jusqu'à une position où un hélicoptère de secours pouvait les récupérer. Lefebvre a survécu. Le corps a donné à mon grand-père une bronze star avec dispositif valeur et un cœur pourpre pour les éclats d'obus qu'il avait pris dans l'épaule droite. Il est rentré en 1970. Embauché à la poste de Mâcon en 1972, il a distribué le courrier dans le même quartier pendant 23 ans. Ma grand-mère est morte en novembre 2016 d'une pneumonie après une chute dans les escaliers du perron. Ils étaient mariés depuis 51 ans. 28 mois plus tard, en mars 2019, ma maman, Colette, est morte d'un cancer du sein. Elle avait 51 ans. Le lendemain de l'enterrement, mon grand-père m'a fait des œufs brouillés. Il était debout devant la cuisinière avec le vieux tablier de ma maman. Il a épousé Camille Lafont 2 ans et 7 mois après ça, en octobre 2021, dans un hôtel de luxe sur la côte. J'y suis allée. Je n'ai pas porté de toast. Mon grand-père n'est pas venu. Il a dit à mon père qu'il avait mal au dos. La vérité, c'est qu'il ne pouvait pas se tenir dans une salle à regarder une autre femme faire semblant d'être le prochain chapitre de la vie de son fils. Camille avait dit à ses demoiselles d'honneur, pendant le dîner de répétition, que l'argent de mon grand-père dormait littéralement là, sans bouger. J'ai entendu ça de la bouche d'une des filles. Je n'ai rien dit. Au printemps 2024, Camille a proposé de l'aider à gérer ses factures. Il avait oublié 2 fois. Elle lui a fait ajouter son nom sur son compte bancaire en tant que titulaire conjoint. En mars 2025, elle a ouvert une boîte postale à l'annexe postale de Mâcon, sur le boulevard de la Rivière. Elle a rempli un formulaire de réexpédition du courrier avec la signature de mon grand-père, en guidant sa main pendant qu'il était assis à la table de cuisine avec un stylo qui tremblait. Elle lui a dit que c'était pour mieux trier son courrier indésirable. La clé était sur son trousseau à elle, pas sur le sien. C'est ce mois-là que les lettres de son ancien bataillon ont cessé d'arriver à la maison. En mai 2025, elle et mon père ont emménagé chez lui temporairement. Ils ne sont jamais retournés à l'appartement.
Ils l'ont vendu en octobre sans lui dire. En août, la rénovation de la chambre principale a commencé. Pendant 11 semaines, mon grand-père a dormi dans la chambre d'amis, puis sur la véranda, qu'ils ont ensuite fermée, puis en janvier 2026, dans la buanderie. Dans la buanderie. Je l'appelais chaque semaine. C'est toujours Camille qui décrochait. « Papa se repose, ma chérie. Papa vient de prendre ses médicaments du soir. Papa a eu une journée difficile. Il peut te rappeler ?» Il ne rappelait jamais. Entre juin et décembre 2025, j'avais 14 appels manqués de son numéro, tous entre 3h et 4h du matin. Je dormais. Je n'y avais pas réfléchi. J'enseigne les signes de maltraitance des personnes âgées à mes élèves de 3e. J'ai raté chacun d'eux dans ma propre famille. Ce n'est pas une excuse, c'est juste ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée à Mâcon, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune. J'ai tracé 3 colonnes sur le bloc-notes. Ce que j'avais déjà, ce qu'il me fallait trouver, les gens à interroger, et tout en bas de la 3e colonne, j'ai ajouté un nom, Lefebvre. Je l'ai souligné 2 fois. Le samedi suivant, je suis retournée à Mâcon. Le prétexte était un rendez-vous médical pour grand-père, une consultation en audiologie que j'avais moi-même organisée. Camille ne pouvait pas refuser sans expliquer pourquoi elle ne voulait pas qu'il voie un médecin. Elle a laissé faire. On n'est pas allé à la clinique. On est allé dans un petit restaurant que lui et grand-mère fréquentaient le dimanche matin. Il a commandé 2 œufs sur le plat et du pain de seigle grillé sans beurre. Puis il a regardé l'assiette et il a demandé du vrai beurre. La première fois en 8 mois, apparemment. La serveuse l'a appelé mon chéri. Il a souri comme si elle lui avait rendu quelque chose. À mi-chemin dans son café, il a levé les yeux vers moi. « Tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas, Sienna ?»« Oui, grand-père. » Il a posé sa tasse. « Ne détruis pas ton père pour ça. » Il n'avait pas le courage de se battre contre elle. C'est son problème, pas le tien. « Je ne le détruirai pas, grand-père. Il va s'en charger lui-même. » Il a hoché la tête une seule fois, lentement. Après le petit déjeuner, je l'ai ramené à la maison. Pendant qu'il changeait ses chaussures, je suis passée dans le garage. Dans un coin, derrière une pile de cartons, il y avait un bac en plastique transparent. Sur le couvercle, une étiquette en écriture ronde et appliquée. Denis, d'hiver. L'écriture de Camille. J'ai soulevé le couvercle. 22 enveloppes. Le cachet le plus ancien, daté du 11 janvier 2025. Le plus récent, du 22 février 2026. La plupart venaient de Beaumont, en Provence, avec la même écriture carrée, un peu tremblante. Lefebvre. 6 autres portaient des adresses de casernes militaires, retour de la Légion. Chaque enveloppe avait été ouverte, lue et recellée avec un ruban adhésif différent de celui d'origine. Elle les avait toutes lues, et elle avait décidé 22 fois qu'il ne le ferait pas. J'ai sorti l'enveloppe du bas, plus épaisse que les autres, rembourrée, avec le sceau en relief d'une agence officielle de l'État. Je me suis assise par terre, sur le béton froid, et j'ai ouvert l'enveloppe. Une lettre de la Commission des anciens combattants du Vietnam de Provence, datée du 30 janvier 2026. Sergent-chef Renaud Duval, corps de la Légion, retraité. Au nom de la Commission, c'est un honneur de vous informer que vous avez été sélectionné pour intégrer la promotion 2026 du Mur d'honneur des anciens combattants du Vietnam de Provence. La cérémonie d'intronisation se tiendra sur le boulevard Gérard des anciens combattants à Lyon, le lundi 25 mai 2026, jour Sainte-Marie, à 14h30. Merci de retourner la carte de confirmation avant le 30 avril 2026. J'ai vérifié mon téléphone, il était déjà passé le 20 mars. Cette lettre attendait dans une bassine en plastique depuis presque 2 mois. La liste comptait 31 noms. Mon grand-père était le 18e. 3 noms au-dessus du sien, sergent-major, retraité, Moreau Lefebvre. Et à côté de son nom, en italique, 4 mots minuscules. À titre posthume, si nécessaire. Je les ai relus 3 fois. Quelque chose s'est contracté dans ma poitrine. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe. Je suis rentrée dans la maison. J'ai dit à mon grand-père qu'on devait partir. Je l'ai ramené à Mâcon sans lui expliquer pourquoi. Cette nuit-là, une fois qu'il dormait dans ma chambre d'amis, j'ai cherché sur Facebook le groupe de réunion du 3e bataillon, 9e Légion, Vietnam. J'ai envoyé une demande d'adhésion avec un paragraphe de présentation. Approuvé en 4 minutes. L'administrateur avait en photo de profil une image d'une réunion de 1989. Mon grand-père y était, souriant plus fort que tout le monde. L'administrateur s'appelait Jefferson Charpentier. Il m'a envoyé un message privé 9 minutes après. Il disait qu'il cherchait Denis depuis 14 mois, qu'il le croyait mort.
que Lefebvre avait un cancer du pancréas en phase 4 et qu'il écrivait tous les 6 semaines. Est-ce que je pouvais l'appeler tout de suite? Je l'ai appelé. On a parlé 52 minutes. Lefebvre avait été diagnostiqué à l'hôpital des anciens combattants de Beaumont fin février 2025. Phase 3. 6 cures de chimiothérapie. Il avait d'abord bien répondu, puis en octobre 2025, la maladie avait progressé en phase 4. Son oncologue lui avait dit en décembre qu'il avait des mois devant lui, pas des années. Lefebvre avait passé les 14 mois suivants à chercher mon grand-père. Il avait envoyé des lettres toutes les 6 semaines. Il avait appelé à la maison et c'était toujours Camille qui décrochait. Elle lui avait dit 2 fois que mon grand-père était en soins palliatifs. Une fois, elle lui avait dit qu'il était mort. Le bataillon avait organisé une petite cérémonie au mémorial Sainte-Marie en novembre 2025. Ils avaient pillé un drapeau pour un homme qui était encore vivant et qui dormait dans une buanderie à 180 km de là. Quand j'ai dit ça à Charpentier, il y a eu un silence de 30 secondes au téléphone. Puis il a dit « Madame, on n'a pas le temps pour les avocats. On n'a pas le temps pour la thérapie. On a jusqu'au jour Sainte-Marie. Qu'est-ce qu'il vous faut de nous ?» Je lui ai dit qu'il me fallait 42 membres de la Légion devant la maison de mon grand-père le matin du jour Sainte-Marie. « Madame, ça s'appelle une inspection surprise. La Légion, ça sait faire. » Il a dit ça sans rire. Il a dit ça comme un homme qui note un ordre. Je lui ai parlé de l'annonce sur eBay. Je lui ai envoyé le nom d'utilisateur. Il m'a répondu 20 minutes plus tard. Stanley Delacroix, armée, Da Nang, 69. C'est quelqu'un de bien. Je le contacte. Il va vouloir les apporter lui-même. J'ai fermé l'ordinateur à 1h14 du matin. Dans la chambre d'amis, mon grand-père parlait dans son sommeil. Il parlait à quelqu'un qui s'appelait Beau. Cette même nuit, j'ai écrit à Stanley Delacroix via la plateforme eBay. Court et direct. Monsieur Delacroix, ces médailles n'ont pas été vendues par mon grand-père. Elles lui ont été prises. Il a 85 ans. Il est vivant. Il ne sait pas qu'elles ont disparu. Il a répondu 38 minutes plus tard. Siena, je suis vétéran de l'armée. Da Nang, 1969. Dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai su que c'était pas des reproductions. Le tissage du ruban était mauvais. La frappe de l'étoile de bronze était d'origine. Ça fait 4 mois que je les garde en me demandant quand quelqu'un comme vous allez écrire. Je serai à Lyon le week-end du jour Sainte-Marie. 10 secondes. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour répondre. Je lui ai écrit que je pouvais être là, que je n'avais qu'à lui dire où me placer. Le lendemain matin, grand-père était levé avant moi. Assis à ma table de cuisine, en cardigan, une tasse de café déjà servie devant lui, il terminait tranquillement un bol de flocons d'avoine qu'il avait préparé lui-même. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Siena, » il a dit, « explique-moi ce que tu fais. » Tout. Je ne suis pas un enfant. Je me suis assise en face de lui. Et je lui ai tout raconté. Quand je lui ai dit que Moreau était vivant, sa main s'est immobilisée sur la tasse. Il a regardé la table. Il a inspiré. Il a expiré lentement. Puis il a demandé de lire l'une des lettres, la plus récente. J'ai sorti celle datée du 22 février 2026. Mon frère Denis, ce sera la dernière que j'écris pour un moment. Le médecin dit qu'il me reste des semaines, pas des mois, et mon écriture fout le camp. Je continue parce que les gars disent que tu es peut-être encore là, même si Brigitte prétend que tu étais en soins palliatifs. Je ne la crois pas, Denis. Tu ne disparais pas comme ça, pas après ce qu'on a traversé. Si tu reçois ça, écris-moi. Une ligne suffit. Juste pour que je sache que tu es sorti de cette maison comme tu m'as sorti de cette vallée. Semper Fi, Moreau. J'ai baissé la page. Grand-père a regardé un endroit que je ne voyais pas. Siena, apporte-moi une feuille, s'il te plaît. Il a écrit une seule ligne. Moreau, je suis sorti. Denis. On a posté l'enveloppe depuis le bureau de poste du boulevard Clermont. Il a salué la fente une fois. Je l'ai laissé faire. Les 4 semaines suivantes, on a répondu à toutes les lettres, une par soir. Il dictait, je tapais, il signait. Le dimanche après Pâques, je me suis assise à côté de lui sur le canapé et je lui ai montré la lettre du mur d'honneur. Il l'a lue. Il a retiré ses lunettes. « Ma chérie, je ne vais pas à cette cérémonie, devant 300 personnes, dans un uniforme qui ne me va plus. Si, tu y vas. Non, grand-père. Moreau sera là. Il a payé de sa poche un transport médical adapté pour pouvoir venir. Il a dit à Charpentier qu'il voulait être celui qui te remet tes plaques autour du cou. Si tu n'es pas là, il aura dépensé sa dernière réserve pour une Siena qui n'est pas venue. Il m'a regardé longtemps. « Mais d'où tu as appris à me parler comme ça ?» a-t-il demandé. « De toi.
j'ai répondu. Brigitte m'a dit que tu devenais autoritaire quand tu étais fatiguée. Il a ri. Un rire court, bref, qui lui a pris presque tout son souffle. Bon, j'irai à cette fichue cérémonie. Il ne savait pas encore que le matin du jour Sainte-Marie, son calme habituel allait se retrouver encombré de 42 paires de chaussures vernies. En attendant, il y avait le brunch du jour de la maman, organisé par Camille. Elle avait commencé à tout planifier dès la 2e semaine d'avril. Un message groupé avec une photo de la salle à manger rénovée et ces mots « Premier jour de la maman dans notre nouvelle maison, tellement reconnaissante ». Elle avait tagué le prénom de ma mère. Ma mère était morte depuis 7 ans. Elle avait invité 9 personnes. Mon père, elle-même, mon grand-père, sa sœur Maëlys, ses 2 neveux, mon cousin Bertrand avec sa femme Isabelle, la fille de Bertrand et moi. Sienna, j'espère vraiment que tu viendras. Le jour de la maman, c'est pour se retrouver. On n'a pas besoin de scène cette fois. J'ai répondu que je serais là, avec grand-père. Le matin du 10 mai, j'ai pris la route vers Mâcon avec lui côté passager. Sur la banquette arrière, dans une pochette cartonnée, j'avais glissé une enveloppe. La carte de Noël que Lefebvre lui avait envoyée en décembre 2024. La première lettre que Camille avait interceptée. En arrivant, Camille était dans la cuisine, robe fleurie, un pichet de mimosa à la main. Maëlys était installée au comptoir. La table était dressée, avec 3 types de verres différents. Un petit tableau en ardoise indiquait qu'elle était reconnaissante pour chaque maman. Mon grand-père a été installé en bout de table. Denis a levé son verre. À toutes les figures maternelles de notre famille. À ma Colette, partie mais jamais oubliée. À ma Camille, qui s'est révélée d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. Et à ma maman, Brigitte, qui serait fière de ce foyer qu'on a construit ici. Je l'ai laissé finir. J'ai laissé tout le monde boire. Puis je me suis levée. Avant qu'on mange, j'aimerais que grand-père lise quelque chose. J'ai sorti l'enveloppe. Je me suis approchée de lui lentement. J'ai posé l'enveloppe devant mon grand-père. Il l'a ouverte lui-même, sans aide, avec ses mains qui tremblaient un peu, mais qui ne lâchaient rien. Il a sorti la carte. Il l'a lue d'abord en silence, ses yeux ont brillé. Il a pris une longue inspiration. Puis, il a lu à voix haute. « Denis, j'espère que ce Noël te trouve avec des biscuits. Les miens sont aux flocons d'avoine et aux raisins secs, parce que c'est tout ce que les médecins m'autorisent. Les garçons disent que tu es en soins palliatifs, mais je ne le crois pas. T'es trop mauvais pour mourir. Je te porte dans mes pensées, frère. » Moreau, décembre 2024. La pièce était silencieuse. Isabelle a posé sa fourchette. Elle a regardé Camille. Bertrand a demandé « Tante, c'est qui ce Moreau ?» Camille a souri. Ce sourire qu'elle avait visiblement répété. Elle a dit que c'était une longue histoire, que grand-père remuait de vieilles correspondances en ce moment, que ça le perturbait, que son médecin à Mâcon avait précisé que tout rappel du Vietnam pouvait déclencher des épisodes. Isabelle a froncé les sourcils. « Quel médecin à Mâcon ? Le docteur Charpentier ?» « Camille, je travaille avec le docteur Charpentier, c'est un podologue. » Le silence a changé de texture. Tucker a posé les doigts sur le pied de son verre sans le lever. Il n'a pas bu, il a juste attendu. Camille s'est retournée vers moi. Elle a dit « Sienna, chérie, perdre ta maman c'est dur, on le sait tous. Et oui, il y a sûrement un testament quelque part. Mais n'utilise pas grand-père pour ça. Pas à table, pas le jour de maman. » Je l'ai regardé. Je lui ai dit que le bac de rangement dans le garage, celui étiqueté divers, méritait peut-être qu'elle aille vérifier que tout y était encore, que des gens pourraient poser des questions. Son visage n'a pas bougé, son sourire non plus. Mais ses yeux, une fois, très vite, se sont tournés vers le couloir. Je l'avais. Je me suis levée, j'ai aidé mon grand-père à se mettre debout. Il a plié la carte de Noël et l'a glissée dans la poche de son cardigan, sur son cœur. « Viens, grand-père, on va prendre l'air. » Sur le balancement du porche, il m'a regardé de côté. « Qu'est-ce que tu fabriques, ma chérie ? Je leur laisse 15 jours pour sentir ce qui arrive. Tu ressembles à Lefebvre, il faisait ça. » Il a laissé sa tête reposer contre le dossier du banc. « Ils vont venir, n'est-ce pas ? » « Oui, grand-père, ils vont venir. » Il a fermé les yeux une seconde. Un tout petit sourire. On est rentré à Mâcon cet après-midi-là. Je suis partie sans avoir mangé. Isabelle m'a appelé depuis sa voiture avant qu'on prenne l'autoroute. « Sienna, je dépose un signalement demain matin. Je ne te demande pas la permission, je t'informe. » Merci Isabelle. Ne me remercie pas. J'aurais dû le faire il y a 1 an. Je l'ai vu à Noël. Je savais. Elle a raccroché. Les services de protection des adultes ont ouvert un dossier le 12 mai.
Ils ont envoyé une assistante le 14. Camille n'était pas là. Mon grand-père l'a fait entrer lui-même. Il lui a montré la buanderie, le thermostat, la chambre principale. Il n'a pas menti. Il n'a pas défendu Camille. Il s'est assis à sa propre table de cuisine et il a laissé une inconnue avec un bloc-notes voir ce qu'était devenu sa vie. Je n'apprendrai cette visite qu'après la journée Sainte-Marie. La dernière semaine de mai avançait lentement, ligne droite. Le 22, Charpentier m'a envoyé un message avec le décompte final. 42 membres de la Légion confirmés. 5 vétérans en fauteuil roulant, dont Lefebvre. Un bus affrété depuis la caserne Lefebvre. Les uniformes vérifiés, les cuivres astiqués. Delacroix qui arrivait de Bordeaux. Des plaques d'identité de remplacement commandées au quartier-maître du corps de la Légion, gravées avec le numéro de service original de mon grand-père. Le 23, j'ai repassé sa veste de réunion de 1989 sur mon plan de travail, avec un fer à vapeur et une tête d'oreiller humide. J'ai rentré la taille à l'intérieur avec une grande épingle de sûreté, cachée sous l'emplacement de la ceinture. Les décorations sur la poitrine étaient dans le bon ordre. L'étoile de bronze avant le cœur pourpre. Toujours. Journée Sainte-Marie, 25 mai 2026. Debout à 5h40. J'ai fait du café. J'ai versé un petit verre de jus d'orange pour mon grand-père, parce que Brigitte le faisait pour lui chaque journée Sainte-Marie. Je l'ai apporté dans sa chambre à 6h15. Il était déjà réveillé. Assis sur le bord du lit en maillot de corps. Il regardait la veste suspendue à la porte de l'armoire. « Bonjour, grand-père. Bonjour, ma chérie. Nous avons quitté Mâcon à 7h20. Mon grand-père pensait qu'on allait passer la matinée à la maison, puis prendre la route vers Lyon pour la cérémonie. Il n'a pas vu le convoi se former derrière nous à la sortie de Mâcon. 14 véhicules. Un quart de voyageurs. Un véhicule de transport médical. 12 voitures particulières. Ils sont restés à distance pendant tout le trajet, discrets, presque invisibles. Charpentier avait tout minuté. On s'est garé dans l'allée de mon grand-père à 8h06. Le car et le véhicule médical se sont arrêtés 2 rues plus loin, boulevard des Pionniers. La Légion allait descendre et se former au coin, puis marcher jusqu'à la maison au pas cadencé. Camille était déjà sur le perron, avec son anneau lumineux sur trépied. Elle portait une longue robe rouge, blanc, bleu. Elle était en direct. 412 spectateurs. Sa légende disait quelque chose comme « Hommage de la journée Sainte-Marie à nos héros depuis notre maison de Mâcon ». Elle n'avait pas laissé mon grand-père sortir sur le perron. Autant qu'elle le savait, il dormait encore. Quand je me suis garée, elle n'a pas baissé la caméra. Elle l'a tournée vers nous. « Oh mon Dieu, les amis, ma belle-fille arrive avec son grand-père, ça va être un moment tellement fort. » Mon grand-père a ouvert sa portière. Il est sorti seul, en s'appuyant sur le montant. Sa veste de réunion, bien repassée. Il a levé les yeux vers le perron. Le visage de Camille n'a pas bougé pendant 1 seconde entière. Puis il a changé. Le compteur montait. 400 sont devenus 800, puis 1200. J'aidais mon grand-père sur l'allée quand on l'a entendu. Le bruit de semelles de cuir sur le bitume. 42 paires au pas. La première paire a tourné le coin du boulevard des Pionniers à 8h14. 2 colonnes de 21, tous en tenue de cérémonie bleu corps de la Légion, veste marine à liseré rouge, couvre-chef blanc, gants blancs. Et derrière eux, 5 vétérans en fauteuil roulant, poussés par de jeunes légionnaires. Le visage de Lefebvre. C'est là que mon regard s'est arrêté. Derrière les fauteuils roulants, Denis Delacroix avançait en costume sombre, à côté d'un homme incliné vers l'avant qui respirait à travers une canule transparente. Moreau Lefebvre. La bouche de Camille s'est ouverte toute seule. Le compteur dépassait les 3000. Mon père est sorti par la porte d'entrée derrière elle, en polo, pieds nus sur le plancher. Il a dit quoi, juste quoi, et personne n'a répondu. La colonne s'est immobilisée devant l'allée. Charpentier a avancé jusqu'au premier rang dans son uniforme bleu de premier sergent à la retraite. Il a regardé le porche. Il a regardé Camille avec l'anneau lumineux qui éclairait encore son visage. Il a regardé mon père, pieds nus. Il a regardé mon grand-père. Son visage s'est légèrement adouci, une fraction de seconde, puis il a retrouvé sa neutralité absolue. Il a dit à Camille, d'une voix qui portait jusqu'au bout de la rue, que la colonne était là pour le sergent-chef Renaud Duval,
corps de la Légion, 3e bataillon, 9e Légion, et qu'ils avaient quelque chose à régler avec lui. Camille n'a pas pu parler. Le compteur indiquait 7400. Mon grand-père a marché jusqu'en haut des marches du porche. Il s'est arrêté là. Charpentier a mis la colonne au garde-à-vous. 42 paires de chaussures de cérémonie ont frappé le bitume en un seul et même claquement. Un seul. Denis Delacroix a poussé le fauteuil de Lefebvre sur la rampe temporaire que la Légion avait apportée. Ils avaient pensé à la rampe. La Légion pense toujours aux rampes. Lefebvre était plus maigre que mon grand-père. Sa peau avait cette teinte gris-jaune des gens que la maladie ronge de l'intérieur. Mais ses yeux étaient exactement ceux que mon grand-père avait décrits dans le noir, dans la buanderie, ce soir de mars. Précis, stable, que rien n'étonnait plus. Il s'est soulevé du fauteuil, il s'est mis debout. Denis gardait une main sur son coude, mais Lefebvre tenait sur ses propres pieds. Il a salué mon grand-père, il a maintenu le salut. Sa main tremblait. Mon grand-père a levé lentement la main droite, tout le bras avec. Il a rendu le salut. Les deux hommes sont restés ainsi sur le porche d'une maison à Mâcon pendant 9 secondes entières, pendant que 42 légionnaires, 5 vétérans en fauteuil roulant et un ancien combattant de Bordeaux regardaient sans bouger. Le compteur de vue a dépassé 11 000. Lefebvre a baissé la main. Sa voix était rauque, presque cassée. « Denis, vieille canaille, t'es encore là-dedans ?» Mon grand-père a répondu doucement. « Moreau, je suis là. » Lefebvre s'est retourné vers Delacroix. Delacroix lui a tendu un écrin de velours. Il l'a ouvert. Sur un coussin de velours rouge neuf, il y avait l'étoile de bronze avec l'insigne de valeur et la croix de cœur pourpre. Il a épinglé l'étoile de bronze sur la poche gauche de la veste de cérémonie, les mains qui ne tenaient pas tout à fait. Delacroix s'est avancé. Il a fixé la croix en dessous. Puis Charpentier a fait un pas en avant avec un second écrin, plus petit. À l'intérieur, des plaques militaires en acier inoxydable neuves sur une chaîne fraîche. Il les a passées autour du cou de mon grand-père, a ajusté la chaîne contre le col de la veste, il a reculé, il a salué. Les 42 derrière lui ont salué d'un seul mouvement. Mon grand-père a rendu le salut. Le compteur TikTok affichait 17 000 quand Camille a réalisé que le téléphone tournait encore. Elle a essayé de baisser l'écran. Lefebvre a tourné la tête vers elle. Il n'avait plus assez de souffle pour parler fort, mais tout le porche l'a entendu. « Mademoiselle, a-t-il dit, ma Légion a un mot pour ce que vous avez fait à mon frère. On ne le prononce pas devant les dames, mais je voulais que vous sachiez qu'il existe. » Elle est rentrée dans la maison. La porte moustiquaire s'est refermée derrière elle. Le direct s'est éteint. Ça n'avait plus d'importance. 3 spectateurs, dans 3 villes différentes, avaient déjà commencé à enregistrer de leur côté. À midi, le clip était sur Twitter. À 15h, sur Instagram. Le soir même, le journal de Lyon titrait « Légion surprend un vétéran du Vietnam de 85 ans après que sa famille avait vendu ses médailles ». Le mercredi, la vidéo dépassait 11 millions de vues. On a quitté Mâcon à 13h. Le convoi nous a suivis vers Lyon. Charpentier avait demandé une escorte de courtoisie à la gendarmerie et l'avait obtenue. À environ 50 km de Lyon, mon grand-père a dit tout doucement « Sienna, je n'avais pas remis cette veste depuis les funérailles de Brigitte. Je sens encore son parfum à l'intérieur du col. Je sais, Pépé. » Il a regardé par la vitre un moment, puis il a ajouté « Ma chérie, merci de ne pas les avoir laissés écrire la fin. » On est arrivé à la place Sainte-Marie des anciens combattants à 14h05. Environ 280 personnes étaient déjà assises, les 30 autres intronisés, 2 sénateurs, la vice-gouverneure de la région. Quand le présentateur a prononcé le nom de mon grand-père, il a lu la citation. Sergent-chef Renaud Duval, Corps des Marines de la République française, 3e bataillon, 9e Légion, Opération Gorge du Pont, 14 mars 1969. Étoile de bronze avec distinction au courage pour avoir porté un camarade blessé sur 3 km sous un feu ennemi soutenu, lui-même blessé à l'épaule droite. Les 42 vétérans de la Légion se sont levés d'un seul mouvement. Ils ont commencé à applaudir. Les 2 sénateurs se sont levés. La vice-gouverneure s'est levée. Les 30 autres intronisés se sont levés. La section presse s'est levée. Les 280 civils se sont levés. Les applaudissements ont duré 2 minutes et 18 secondes. Mon grand-père n'a pas pris son déambulateur. Il s'est levé de sa chaise et il a marché 13 pas jusqu'au pupitre de granit, seul. Il a réglé le microphone. Il a dit 4 phrases. Il pensait qu'on l'avait oublié. Ce n'était pas le cas.
Certains, sous son propre toit, avaient essayé de le rayer de l'histoire. Ils n'en ont pas eu le droit. Semper Fi, il s'est retourné. Il a salué le dernier rang où Lefebvre était assis, Delacroix à côté de lui. Lefebvre a rendu le salut. Après la cérémonie, mon grand-père s'est approché seul du mur. Il s'est arrêté devant un nom. Il a levé la main droite et posé le bout des doigts sur les lettres gravées. Il n'est pas rentré. Lui, oui. Il sait maintenant pourquoi. Delacroix s'est présenté à moi en personne. Il m'a serré la main des deux siennes. Il m'a dit de ne pas porter ça. Certains mettent plus de temps à comprendre, c'est tout. Lefebvre était épuisé. Il m'a fait signe d'approcher. Je me suis agenouillée près de sa chaise. Il m'a dit tout bas qu'il ne passerait probablement pas l'été, que j'avais fait ça à temps, qu'il me remerciait de les avoir retrouvés. J'ai hoché la tête, je n'ai pas parlé. Certains mots appartiennent à ceux qui ont vécu assez longtemps pour les dire en dernier. La vidéo avait atteint 11 millions de vues le mercredi matin. Le jeudi, le compte TikTok de Camille avait été suspendu. Le vendredi, 6 partenariats tombaient l'un après l'autre. Le stylo blanchissant, la box bien-être, l'agence immobilière locale, le salon de mariage basé à Mâcon, le réseau de podcasts, une boutique de vente directe, et puis Pinacle Smiles Mâcon, le cabinet dentaire où elle travaillait, avait publié un communiqué le 28. Camille Lafont n'est plus affiliée à notre cabinet, écrivait-il. Nos patients méritent un niveau de soins qui reflète la dignité due à chaque individu. La section des anciens combattants de Mâcon avait répondu dans la foulée, le même après-midi. Le sergent-chef Renaud Duval est le bienvenu à toutes nos réunions, disait-il. Il est des nôtres. La protection des adultes avait bouclé son enquête le 27 mai. Résultat, négligence avérée et exploitation financière avérée contre Camille Lafont Duval. 2 mots, avérés. J'avais lu ça 3 fois. Le 28 mai, à 21h43, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement à Mâcon. Je savais qui c'était avant d'ouvrir. Mon père était sur le palier, les yeux rouges. Il avait bu, mais pas assez pour bafouiller. Il tenait un sac en papier craft. À l'intérieur, je le verrai après, 3 des 4 photos encadrées qui avaient été accrochées dans la chambre. Il avait rebouché le mur, puis décroché les photos. Je ne sais pas dans quel ordre. Il m'a dit qu'il ne savait pas pour les médailles. Il a juré. Il le répétait comme si c'était la seule chose qui comptait. Je suis restée dans l'encadrement de la porte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Dans la chambre d'amis derrière moi, grand-père dormait. J'entendais sa respiration à travers la cloison. Je l'ai regardé longtemps. Puis je lui ai dit qu'il savait pour la buanderie, qu'il savait pour les factures, qu'il savait pour le mur vide, qu'il en savait assez. Que grand-père vivait ici maintenant, qu'il pouvait venir à son enterrement, pas avant, et de laisser les photos. J'ai pris le sac, j'ai fermé la porte, pas claqué, fermé comme on ferme un livre qu'on ne rouvrira pas. J'ai tourné le verrou. Dans la chambre d'amis, il ne dormait plus. Il n'avait pas demandé qui était là, il savait déjà. Si vous avez déjà vu votre propre père se tenir sur le seuil et chercher ses mots pour ce qu'il a laissé se passer, je suis désolée, il n'y a rien de bon à dire. Il y a seulement la porte et le choix de la rouvrir ou non. Je ne l'ai pas rouverte, pas encore. Grand-père a traversé tout l'été. Il était lucide la plupart du temps. Nous avons répondu aux 22 membres de sa légion avant que sa vue ne lâche début août. Moreau Lefebvre est décédé le 7 juillet à l'hôpital Beaumont-Sainte-Marie. Il avait 84 ans. J'ai conduit grand-père à l'enterrement. Le 3e bataillon appuyait un drapeau pour Lefebvre et l'a remis à sa fille, une femme à peu près de mon âge qui s'appelait Cora. Elle a traversé la salle et l'a apporté à grand-père. Elle lui a demandé de le tenir un moment. Il l'a tenu. Puis, il lui a dit que son père était revenu le chercher en mars 1969, qu'il lui écrivait chaque Noël depuis 56 ans, qu'il avait gardé toutes les lettres dans une boîte dans son placard avec le prénom Denis écrit dessus, et qu'elle pourrait les lire quand elle serait prête. Cora a pleuré. Grand-père, non. Il est parti en octobre, paisiblement, dans la chambre d'amis de mon appartement, avec la couverture en laine grise remontée jusqu'aux épaules et les nouvelles plaques militaires posées contre sa poitrine. 41 des 42 membres de la Légion Sainte-Marie-Jour sont venus à ses funérailles. Charpentier a plié le drapeau, je l'ai pris des 2 mains. Camille a envoyé une carte de condoléances. Je la lui ai retournée sans l'ouvrir. Mon père est venu, il s'est assis au fond, il n'a pas parlé. Il est parti avant le repas. Camille a demandé le divorce en décembre. Mon père a vendu la maison à Mâcon 4 mois plus tard.
Les nouveaux propriétaires sont un jeune couple, un enseignant et une ambulancière, avec une fille de 6 ans. Je suis passée devant une fois. Le mur où les photos de grand-mère étaient accrochées porte maintenant les dessins d'école de la petite, dans des cadres bon marché. Je crois que Brigitte aurait aimé ça. Les 22 enveloppes originales sont sur l'étagère au-dessus de la vieille veste de réunion de grand-père. La veste est toujours là, dans le placard de ce qui était autrefois la chambre d'amis. Je ne l'ai pas touchée. Je ne crois pas que je le ferai un jour. Au printemps dernier, j'ai lancé une petite initiative que j'ai appelée les lettres de la buanderie. On finance des timbres et du papier pour les anciens combattants âgés dans les maisons de retraite, ceux dont les familles ont cessé d'écrire. 196 vétérans figurent sur notre liste. 86 bénévoles leur écrivent toutes les 6 semaines. Charpentier siège au conseil. Delacroix envoie un chèque chaque décembre. Isabelle gère les admissions. Si ton grand-père est encore là, s'il t'écoute en ce moment à travers les enceintes de quelqu'un d'autre, dépose ce que tu fais. N'envoie pas un message, appelle-le. Demande-lui ce qu'il faisait à 26 ans. Demande-lui qui l'apportait quand il ne pouvait plus avancer. Demande-lui ce pourquoi il voudrait être rappelé. Demande-lui s'il y a quelqu'un qui l'a perdu de vue et à qui il aimerait écrire avant de ne plus pouvoir le faire. Les gens qui nous aiment en silence ne survivent pas au silence éternellement. Le nom de mon grand-père était sergent-chef Renaud Duval, corps de la Légion. Il a porté Moreau-Lefebvre sur 2 kilomètres au printemps de 1969. Ses frères l'ont ramené chez lui au printemps de 2026. Semper Fi, Papi, de ta petite fille qui a finalement écouté. Si cette histoire t'a touché au cœur, partage-la avec quelqu'un dont le grand-père ou la grand-mère est encore là. Et abonne-toi, parce que certaines histoires méritent d'être entendues avant qu'il soit trop tard.